Bonjour, bonsoir à toutes et tous. C'est Artistes engagés, saison 1, épisode 2. À 20h20, vous saurez officiellement si Karim Benzema est ou pas retenu en équipe de France de football, même si l'information a commencé pas mal à fuiter. Demain, rouvriront les terrasses. Nous prendrons l'apéro sur nos terrasses ou nous déjeunerons sur nos terrasses préférées. Demain également, je ne fais pas d'ordre hiérarchique entre les deux informations. Demain également, le premier roman d'Oxmo Puccino paraît dans la collection La Grenade aux éditions Lattès. Mais avant tous ces événements, restez avec nous ce mardi 18 mai, 19h-20h, en direct sur laclacfnac.com. Ce nouveau numéro donc du programme Fnac Artistes engagés avec Chloé Delhomme et Oxmo Puccino, que je remercie et que je remercie de venir converser avec nous et avec vous. Donc, ce programme Artistes engagés, ce nouveau programme que nous avions ouvert avec Leïla Slimani et Abdelmalik il y a 1 mois et demi maintenant. On vous retrouve pour le deuxième numéro. Première question déjà avant de commencer. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Est-ce que vous avez déjà conversé ensemble ou pas, Chloé Delhomme et Oxmo Puccino? Eh ben, on s'est rencontrés. Elle vient de me le rappeler. Je fais la genèse. Ah oui. Ouais. On s'est rencontrés en 2014 dans le cadre d'une collection de Canal+ de courts-métrages qui s'appelait La Trentaine vue par les écrivains. Et nous avions été dans les 5 personnes qui ont été démarchées. Donc, on a fait notre premier court-métrage chacun. Et du coup, on est même allé le montrer à Cannes. Donc, très grande occasion. À Cannes, le festival de Cannes, le tapis rouge. Oui, c'était rigolo. Ah, donc vous vous êtes vus au festival de Cannes. On s'est vu au CFA, on s'est vu aux projections, On s'est vu aux réunions. projections aussi, oui. Oui, bien sûr. Ok, donc nous retrouvailles. Mais depuis 2014, nous ne nous étions pas croisés. Voilà. Et nous sommes arrivés et vous vous retrouvez. Donc ce deuxième numéro s'inscrit, alors il faut le dire aussi, parce que ça va avec l'engagement, s'inscrit dans un double contexte sanitaire et électoral. Sanitaire, je le précisais, puisque demain, outre la parution de votre roman Oxmo Puccino, il y a donc ces réouvertures de terrasses, bars, mais aussi de lieux culturels, accessoirement, les musées, les salles de cinéma, les théâtres, alors sous jauge pour le moment. C'est-à-dire que dans les semaines à venir, les artistes que vous êtes vont être amenés, les chanteurs et les chanteuses sur scène, à chanter, à prendre des positions, les écrivains, les écrivaines sur des festivals littéraires, sur des scènes, sur des performances, également à verbaliser des positions, ce qui dans le contexte électoral qui va s'ouvrir dès maintenant avec des élections régionales au mois de juin, présidentielles et législatives l'an prochain, avec les menaces extrémistes qui pèsent, enfin d'extrême droite, on va pas se mentir, qui pèsent la parole des artistes contre aussi, encore plus, justement, l'engagement des artistes. Et c'est aussi dans cette perspective que nous voulions converser avec vous. Chloé Delhomme, pour vous présenter plus précisément encore, vous avez obtenu le prix Médicis en la rentrée littéraire dernière, 2020, donc pour Le Cœur synthétique, votre roman paru aux éditions du Seuil. Vous avez longtemps été une figure de l'autofiction française contemporaine, dans vos premiers ouvrages notamment, où vous disiez, verbalisiez, écriviez certaines tragédies, il faut bien dire, qui vous sont arrivées. Votre œuvre doit autant à ces expérimentations littéraires et autofictionnelles qu'à des performances littéraires, mais également scéniques, musicales. En 2016, je crois, dans Les Sorcières de la République, vous abordiez, à mon sens, de journaliste, un virage plus verbalisé justement vers le féminisme, puisque c'était une dystopie où il était entre autres question de la prise du pouvoir et comment ça allait être vécu par des femmes. En 2019, dans ce qui était un essai qui s'appelle « Mes bien chères sœurs », vous ouvriez une nouvelle voie encore, qui était justement à travers ce concept de sororité, que vous retrouvez à travers le recueil de nouvelles collectives qui s'appelle, ça tombe bien, Sororité, au singulier, je précise, que vous avez dirigé, ce recueil, et dont vous signez l'avant-propos. On en reparlera évidemment dans la suite de cette discussion. Je voulais aussi dire que parmi les bonnes idées que vous avez eues dans la vie, il y avait le fait que vous êtes, à l'occasion d'ailleurs de votre dernier roman, je crois, devenue une des plumes, une des éditorialistes du mensuel féminin et féministe Cosette, dont vous faisiez la couverture, et je le dis parce que, autant être transparent, j'ai le bonheur d'y écrire dans ce... Ça a duré 6 mois, c'est une chronique tournante. J'ai eu 6 mois la chronique du lance-flamme. Oxmo Puccino, cet album solo
depuis 1998, des dizaines d'apparitions sur des mixtapes, des compilations, des collaborations avec des grands noms actuels du rap français, mais aussi avec des artistes, chanteurs et auteurs comme Ibrahim Malouf, Benjamin Biolay, M, Florent Pagny, Éric Truffaz. C'est dire un peu le prisme des figures avec lesquelles vous collaborez. Vous avez 2 victoires de la musique, à chaque fois pour le meilleur album de musique urbaine. C'était en 2010 et en 2013. Vous êtes donc un des artistes musicaux français et un des artistes tout court français les plus appréciés, notamment parce que votre style doit autant à la culture hip-hop qu'à la culture de ce qu'on appelle la chanson à texte, pour la chanson littéraire, et parce que vous avez créé toujours des ponts entre vos confrères et vos consoeurs. Cet éclectisme artistique se retrouve aussi dans un éclectisme d'engagement, hein, on en parlera évidemment, puisque vous êtes depuis 2012 ambassadeur d'UNICEF France, et vous venez nous voir, je le disais, pour les Réveilleurs de Soleil, qui paraît demain, et dont nos auditeurs, auditrices et toutes celles et ceux qui nous regardent en direct sur la claquefnac.com, vous allez donc être les premiers et les premières du monde à qui Oxmo Puccino en parlera en direct dans cette claquefnac.com Artistes engagés numéro 2, en partenariat comme la première avec Babelio et les Inrecuptibles. Alors pour commencer, une question à vous deux, Chloé Delhomme et Oxmo Puccino. En France, quand on dit artistes engagés, ça a un côté un peu panthéon, forcément, et forcément on pense à Malraux, forcément on pense à Sartre, forcément on pense à Simone de Beauvoir, forcément on en pense qu'on veut, mais à BHL, à Bernard-Henri Lévy, etc. Quand on vous dit artistes engagés, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Justement, ça évoque qui? Quelle est la figure tutélaire, quel que soit l'art, que ça évoque chez vous? Chloé Delhomme. Moi, je n'ai pas tellement de figure tutélaire, à part Valérie Solanas, qui est au-delà de l'engagement. Je pense que... Scum Manifesto. Oui, et très énervée, la dame. Je pense que la... tiré sur Andy Warhol. Oui, entre autres choses. Je pense que la littérature est un acte d'engagement de toute façon. Écrire, c'est politique. Donc à partir du moment où on fait un travail littéraire, je pense qu'il y a engagement quelque part de toute façon. C'est même quand avant j'étais plus dans des données qui étaient esthétiques, j'avais l'impression de faire du politique. Donc c'est dans l'ADN, je dirais. Après, ça se déplace, effectivement. J'étais plus pour la défense de la littérature grand L contre la littérature commerciale dans mes jeunes années. Et puis, l'urgence de la lutte antipatriarcale fait que je me suis plus engagée sur le terrain du féminisme ces dernières années. On va y revenir. Oxmo Puccino, pour vous, alors cette notion d'artiste engagé, quand on vous dit ça, là, ça évoque qui? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de panthéonique un peu ou pas? Moi, j'ai souvent entendu que la musique était, les artistes étaient là pour s'engager. Je trouve pas que ce soit une règle hormis s'y divertir peut être vu comme une sorte d'engagement. Mais pour moi, un artiste, quelqu'un qui crée et qui le propose, est un militant de toute façon, est engagé, parce qu'il a le courage de proposer une autre version de la société, envers et contre les goûts de tous. Donc je pense que c'est un peu automatique. Et qu'à partir du moment où on demande à un artiste de s'engager, je pense qu'on confond la fonction de l'artiste et l'inaction dont on ne se rend pas compte soi-même. Parce que la différence entre la théorie et la pratique, c'est l'action. Et pour moi, à partir du moment où on agit pour une cause collective, c'est un engagement automatique. Et c'est souvent involontaire. Enfin, pour ma part, c'est involontaire. Alors, continuons à aller droit au but avec donc cette question de vous et de vos engagements. Alors, Chloé Delhomme, je citais parmi votre œuvre ce qui progressivement vous a amené vers ce qu'on appelle le féminisme, vers la sororité, et vous l'avez verbalisé de manière infiniment plus brillante que moi, évidemment. Vous avez dit tout à l'heure l'urgence de la lutte antipatriarcale. C'est ce que vous avez dit à l'instant. L'urgence de la lutte antipatriarcale. À quel moment de votre vie de citoyenne ou d'artiste, ou les deux, c'est venu?
Disons... Moi, je disais 2016 par rapport à votre livre, mais à quel moment c'est venu Oui, en vrai? disons que ça m'a toujours assez travaillé parce que je suis la fille d'un féminicide, donc obligatoirement la violence masculine et tout ce qui va de pair, c'était assez ancré. Après, je crois qu'évidemment, il y a eu l'impact MeToo qui est indéniable, où là, il y a eu une conjonction. Et donc, disons qu'on la chance inouïe dans une vie d'assister à une révolution de mœurs et de pouvoir y participer en ayant comme arme l'écriture. Donc, du coup, une sorte de presque d'obligation de participation. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé sur Les Sorcières de la République, qui est une dystopie où ma thèse n'était pas très claire, parce que l'idée dans Les Sorcières, c'est qu'un matriarcat prend le pouvoir, et je voulais démontrer que si c'est pour remplacer une horizontalité par une autre, ça ne sert à rien, et que sans sororité, ça fonctionne pas. Mais effectivement, sur les 250 pages, le mot sororité apparaît une fois et vers la fin, donc je me suis un peu ratée. Et donc, du coup, alors c'est un suspense. C'est un gros suspense. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur, on va dire, 2018, une résidence que j'ai eue au Palais de la Femme et chez une librairie qui s'appelle Violette & Co, où j'ai travaillé sur liberté, parité. Donc ça, c'était à Paris, hein, les deux. Hein. C'était à Paris, et c'était sur les utopies féministes. Et le terme sororité, qui maintenant est rentré, et ça, j'en suis très contente. C'est-à-dire que j'ai vu dans la presse, l'autre fois, je sais plus, un magazine qui disait sororité, on en a presque ras-le-bol. Oui, enfin, on en a presque ras-le-bol. Moi, je vois très bien que quand j'ai écrit Mes bien chères sœurs, j'amène le manuscrit, on est en 2000, presque 19, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Mes éditeurs ont vraiment un cerveau. Quand je leur ai dit, je veux appeler ça sororisation générale, ils m'ont dit, Chloé, c'est un néologisme. En plus, sororité, personne ne sait ce que ça veut dire. Et il y a 2 ans, effectivement, quand je tenais cette résidence, comme le terme d'adelphité, il fallait le répéter à chaque fois, tout le monde ignorait. Donc je suis très contente d'assister à cette révolution de mœurs et aussi à l'utilisation des mots. On appelle un chat un chat. Or, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc nous avons besoin Donc l'idée de l'ouvrage collectif aussi, c'était d'apporter un outil. Ça fait partie du job, en fait, d'auteur aussi, en ce moment, en tout cas pour une femme qui s'engage, quoi. Enfin, je le vois comme ça. Pour citer une des phrases que vous écriviez dans justement Mes bien chères sœurs, c'est l'histoire d'une espèce qui se regarde dans le miroir sans admettre que son visage est celui de Donald Trump, ni que le monothéisme lui fait une vilaine peau. C'est l'histoire de la chute du vieux papatronat à l'heure où la puissance ne sait plus dans quel corps elle devrait s'incarner. C'est l'histoire du pouvoir qui, soudain, change de camp. Oui. Cette notion de pouvoir qui change de camp, justement, comment est-ce que depuis que vous avez verbalisé par écrit une première fois, et puis que vous avez dirigé, et puis que le mot sororité, c'est à ce point que certains et certaines en ont ras-le-bol, comment est-ce que cette notion du pouvoir qui change de camp et de sororité, comment est-ce qu'elle a grandi en vous, et comment est-ce que justement elle fait pousser une action et ou un engagement? Donc moi, je me contente, en plus, je suis vraiment sur le travail sur le sororal, donc plutôt dans la création d'un lien qui, à mon sens, pour ce qui est de la sororité, peut gentiment entourer le symbole phallocratique et faire quick et le faire tomber. Mais on va y arriver. Je pense que c'est un travail d'appel au collectif, en fait. C'est pour ça, du coup, qu'est venue l'idée de faire un texte collectif. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans ma tour d'ivoire, hein, en tant que poétesse un peu maudite et tout, pendant super longtemps. Et là, il y a une nécessité de participation au collectif. Très, très clairement, c'est là qu'est la modification. C'est que même mon écriture, je pouvais être infiniment hermétique en faisant profondément exprès. Et sur les derniers textes qui sont là pour communiquer, parler aux lectrices, aux lecteurs aussi, mais surtout aux lectrices, il y a une vraie modification stylistique qui va vers la fluidité dans ce but. Alors, avant de vous passer la parole, Oxmo Puccino, pour vous faire aussi rebondir sur ces questions d'équipe, justement, parce que c'est important, parce que le terme de sororité, dont vous rappelez bien dans votre avant-propos ici, que ça fait des siècles et des siècles qu'il existe, que en Occident,
aux USA et un peu en Angleterre, mais surtout aux USA, à la fin du 19e, il y a eu des collèges, des universités, je dis des collèges de pensée, pas des collèges de l'école, qui, par le terme anglais de sorority, et par des universités, des mouvements, le plus connu c'est Gamma Phi Beta, qui ont incarné et transmis justement cette question de la sororité. Dans le mot sororité, c'est pas seulement fraternité vue au féminin, c'est aussi le terme d'équipe. Début 20e, celles et ceux qui connaissent la culture du basketball, du football, de l'athlétisme, en ont entendu parler de cette question de sororité, puisque les sportives qui, après la Première Guerre mondiale, ont voulu faire des sports collectifs, se sont heurtées à la question de la représentation. Et une première fois, c'est là qu'est arrivée l'Angleterre, on leur a servi cette question de sororité, opposée à l'époque à la fraternité. Donc, moi, pour tout vous dire, la première fois que j'avais lu dans mon existence ces termes-là, c'est en m'intéressant au football féminin, qui naît dans ces années-là, après-guerre. Le terme de sororité, on le voit là aussi en Occident. Et la raison pour laquelle je voulais vous soumettre à cette question-là aussi, Oxmo Puccino, c'est qu'on a souvent dit, à tort ou à raison, mais vous me direz ce que vous en pensez, que le rap était plus masculin, voire macho, que féminin, ce qui aujourd'hui me semble un contresens absolu. Bon, il n'y a qu'à voir toutes les rappeuses qu'il y a. Mais quand vous entendez, vous, cette question de sororité, et justement qui est à la fois une fraternité au féminin, mais aussi une collectivité, un collectif, une équipe, quelle est votre réaction et comment est-ce que vous l'adapteriez à l'univers du rap dans lequel vous écrivez, dans lequel vous faites des concerts, dans lequel vous travaillez et avec qui vous composez? Je veux dire, il y a cette image qui a tenté de subsister, mais qui n'a vraiment jamais convaincu personne, hormis ceux qui s'étaient arrêtés au cliché sur cette musique. Mais tous ceux qui travaillent dans ce milieu depuis longtemps savent que les femmes ont toujours fait partie de ce milieu. En ma connaissance, d'ailleurs, dès que ça dépasse la musique et qu'il faut se structurer, il y a souvent une femme pour égaliser, pour équilibrer. C'est une question d'habitude. Il y a jamais, quand quelqu'un prend le micro, on se demande pas si c'est une femme ou un homme. On est juste que dans la compétence. J'ai jamais vraiment vu de division à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on trouve qu'il manque de femmes. Et on est content du nouvel événement avec les nouvelles artistes qui émergent, qui rappent, qui chantent, qui font de la production. Et venez, vraiment. Moi, j'ai jamais fait attention je me suis habitué à tous ces clichés. Et je suis sur le terrain. Et sur le terrain, c'est des rencontres humaines avant tout. Tous pour avancer dans le même rêve, c'est-à-dire monter sur scène, briller, fédérer les gens, éprouver des moments mémorables. Voilà, c'est tout. Après, moi, j'ai pris l'habitude d'effacer tout ce qui m'apportait pas de bien. Parce que par respect pour ceux qui donnent de l'amour, ceux qui donnent de l'attention et qui donnent de leur personne pour vivre quelque chose de marquant et positif. Je veux dire, par respect pour ces gens-là, je ne peux pas prendre en considération ceux qui disent n'importe quoi. Voilà. Déjà, ça me prend de l'énergie pour faire bien les choses qu'on a à faire. Et puis, je suis pas là pour débattre de sujets existants pour moi. Je veux dire, les femmes... c'est étrange de poser cette question. Quand on m'a posé cette question, à chaque fois, je trouvais ça étrange. Pas là parce que... Non, parce que c'est une manière d'y répondre. On l'affirmait d'habitude. Oui, j'aime pas le rap parce que c'est misogyne, c'est violent. Ben non. Dites n'importe quoi. Alors, cette notion d'engagement, vous, alors, si on écoute, si on lit, relit vos textes, d'ailleurs, on peut les lire parce que certains ont été édités, c'est votre premier roman ici, mais c'est pas votre premier livre, c'est votre 4e livre. Oui. 3 avant. Alors, il y a un recueil de tweets et il y a aussi des recueils de textes que vous avez chantés. Donc, si on veut juste lire pour boire comme ça les textes, les mots, le flow d'Oxmo Puccino, on le peut aussi en page ou sur écran. C'est au Diable Vauvert que ça a été édité. Justement, comment est-ce que vous, votre notion d'engagement, d'enracinement dans le réel, d'attention à ceux qui donnent de l'amour, pour reprendre vos propres mots à l'instant, comment est-ce que justement vous les transcrivez en microfiction par-ci, en incantation par-là, en texte de chanson par-là, parce que le songwriting, c'est un art littéraire en soi, évidemment. Comment est-ce que justement, mais vous ne développez pas une histoire dans ces textes, comme peut le faire Chloé Delhomme, comment est-ce que ça passe dans un texte minuté, peut-être, qui est une... Ça vient souvent d'un sujet qui me frappe, dont on ne discute jamais assez, ou pas de la meilleure des manières qui soit.
Et j'essaie d'apporter un point de vue à ça. Voilà. C'était quoi la question déjà? Comment est-ce que ces notions d'engagement, de souci du réel, comme on dirait, se transforment après voilà. dans une micro-histoire, un micro-texte de chanson? Bah voilà, c'est que j'ai des sujets pour moi de société qui ne sont pas assez discutés. Et je décide de les faire passer en musique pour aborder le sujet. Comme par exemple, je prends un morceau comme Un an moins le quart, qui parle de la néopaternité d'un homme. Voilà. Et c'est des sujets dont on parle très peu, parce que dès qu'un enfant arrive, et c'est normal, toute l'attention est portée sur la mère, mais malgré tout, il reste l'homme. Et comme c'est quelque chose dont les hommes ne discutent pas beaucoup entre eux, et c'est pas un sujet très fréquent, j'ai décidé d'en faire une chanson qui s'appelait Un an moins le quart. Et la plupart de mes chansons partent de ce constat-là. Je pense à L'enfant seul, par exemple. Je suis observateur et je suis conscient que on ne se fait qu'à travers les rencontres. Et il y a quelque chose que j'avais remarqué et dont on ne parlait pas. C'est-à-dire qu'on parle souvent du manque d'amour qu'il peut y avoir entre des personnes amoureuses. On parle de l'amour familial, on parle beaucoup du manque d'amour, mais on ne parlait pas de cette tristesse commune en beaucoup d'humains et qui part souvent de l'enfance. Voilà. J'en reviendrai tout à l'heure par rapport à mon engagement, parce que pour moi, ce qui n'existe pas n'est pas nommé, mais ça n'empêche pas de le ressentir. Et ne pas nommer ce qu'on ressent de douloureux, ça ne fait qu'augmenter la peine. Et pour moi, j'espère apporter des petites clés qui peuvent atténuer la douleur. Voilà. Avec un refrain, un couplet ou un titre de chanson. Voilà, juste mettre une petite graine sur un sujet qui mériterait d'être plus traité. Mettre une petite graine sur un sujet, voilà, c'est dit en direct, hein, donc toujours sur la Fnac.com, je le dis parce qu'il y a forcément, j'imagine, des gens qui nous rejoignent vu ce qui se dit sur la Fnac.com pour ce live stream sur l'engagement avec Chloé Delhomme et avec Oxmo Puccino. Vous disiez, et là c'est une question qui va valoir pour vous deux, je suis observateur, vous disiez. Oui. Alors, comment est-ce que l'écrivain, songwriter, chanteur et l'écrivaine performeuse, également chanteuse, parce que vous avez aussi fait de la musique, enregistré, fait des paroles de chansons, etc. Comment est-ce que l'un comme l'autre, justement, vous êtes observateur? Comment est-ce que Oxmo Puccino, quand il est dans une ville, dans un désert, et comment est-ce que Chloé Delhomme, lorsqu'elle est dans une ville ou dans une rue ou dans un désert, bref, comment est-ce que vous regardez le monde? Est-ce que vous regardez en haut? Est-ce que vous regardez à fleur de sol? Est-ce que vous regardez les gens dans les yeux? Est-ce que vous regardez plusieurs gens? Est-ce que vous êtes en focale resserrée ou pas? Comment est-ce que vous regardez le monde pour justement, je suis observateur, et puis après, écrire ce que vous allez ressentir, engager, voir? Comment est-ce que vous regardez le monde, Chloé Delhomme? Ah, ça veut dire une question. Moi, c'est assez simple. Ça veut dire qu'elle n'aime pas ma question. Moi, je dis que c'est assez simple. C'est que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de regarder les médias d'information, du divertissement. Par contre, je me tiens au courant à travers les réactions des personnes qui s'informent de cette manière-là. Et pour moi, ça m'apprend bien plus sur la société que ce que les informations nous diffusent. Et sur le terrain, ce que j'adore faire, c'est me lever le matin et m'asseoir dans la ville et observer les mouvements selon les heures. Ensuite, aller dans un café, m'asseoir et être témoin de la ville, enregistrer, écouter les conversations, voir la manière dont les gens s'habillent, les habitudes selon les heures, est-ce qu'ils prennent plus de café, un peu plus de thé, les mots qu'ils usitent, les plaisanteries, le ton des plaisanteries, comment on peut mesurer l'humour. Enfin, je prends tout ça et forcément, c'est une matière que je mets dans mon sac et qui va me demander une traduction prochaine, sous n'importe quelle forme artistique. Chloé Delhomme. Ouais, moi, je fais un peu d'ethnologie des fois, mais j'ai un comportement assez confiné hors du confinement. Donc, ah, c'est dire. Ah ouais, ça va loin. Oui. Ouais. Donc, le contact avec le réel se fait quand même beaucoup par téléphone et par mail et par observation des réseaux sociaux. Et sinon, quand il existait encore des activités sociales,
C'était plutôt dans des soirées où je connais pas les gens et où je mène des interviews sauvages. À partir du moment où on a le... C'est-à-dire que vous enregistrez les gens à leur insu? Non, je les enregistre pas. Mais en fait, dire qu'on est autrice en train de faire un roman sur un sujet permet d'avoir des langues qui se délient comme une étudiante en sociaux. Par exemple, pour prendre un exemple, quand j'avais travaillé sur Dans ma maison sous terre, qui était un livre sur la mort, le deuil, les enterrements, tout ça, j'allais dans plein de fêtes où j'allais voir des inconnus et je leur disais, voilà, j'écris un livre sur la mort, est-ce que tu as une anecdote de deuil? Alors vous, en teuf, ça donne quelque chose. Hein. Une anecdote d'enterrement, et du coup, je compilais. Ça, moi, ce que j'aime bien, c'est interroger les gens, et si possible, les gens que je connais. Ça marche tout le temps? Ça marche plutôt très bien. Il faut l'amener. Il faut mettre en confiance un peu avant de lâcher la question, mais j'aime bien des petits morceaux d'intimité plus que de réel, en fait. Après, j'ai pas un rapport au réel qui est ultra développé non plus, donc oui, c'est plus. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la psychologie humaine, en fait. Donc. Ce qui m'intrigue, entre autres, c'est que vous seriez un peu la stéréo de l'engagement, parce que vous parlez beaucoup d'engagement par les mots, par le papier, d'engagement de papier, accompagner d'autres écrivains, d'autres auteurs, autrices dans leur démarche, etc. J'aime bien faire marrer. Mais en même temps, vous vous mobilisez depuis au moins 2019, voire 2016, et donc sûrement avant, puisque tout ça, ça a des racines, sur la question très concrète et très contemporaine de la sororité. C'est pour ça que je parle de stéréo, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est plus concret que ce que vous semblez vouloir dire, et quelque chose qui, effectivement, est enraciné et abstrait, mais abstrait, qui va se révéler. C'est quand même toujours un peu par deux bandes. Non, en fait, votre engagement. C'est parce que quand j'avais la vingtaine, j'étais dans une communauté politique d'ultra-gauche, extrêmement énervée. J'ai cru à la révolution à l'avenue des Grands Soirs. J'ai eu la lucidité qui m'est tombée sur le paletot. Et donc, du coup, je crois plus du tout depuis genre mes 25 ans, à une révolution telle que les Gilets jaunes ont échoué, quoi, en gros, voilà. Donc du coup, quand MeToo est arrivé, parce que finalement, ce qui m'intéressait moi, y compris dans cette communauté politique d'extrême gauche, on peut la nommer ou c'était un parti, un syndicat? C'était les Ticounes première version, c'est-à-dire qu'il y avait déjà Julien Coupa, mais on était plus nombreux. Et moi, j'étais dans une revue, on s'est incrusté. J'étais pas dans les fondateurs du tout. Je suis passée pendant 8-10 mois, peut-être un an, à faire beaucoup à manger, beaucoup la vaisselle, puisque j'étais une fille. Et donc, du coup, même au sein des communautés d'extrême gauche, etc., la question de la place de la femme m'a toujours posé un vrai souci. Et de fait de cette révolution de mœurs en cours, oui, là, il y a... Alors, c'est pas vraiment à deux bandes, c'est plus que... c'était pas audible avant MeToo, on va dire, voilà. C'est-à-dire que je m'énervais toute seule en expliquant qu'au bout d'un moment, le passage de Serpillière, l'étouffement du matrimoine aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réhabilitation d'autrices, d'artistes, femmes, etc. C'est pas nouveau chez moi non plus de m'énerver sur cette question de l'invisibilité. Simplement, c'était pas audible, c'était pas le moment. Donc, je le faisais dans ma vie privée, et, voilà, dans mes petites actions, mais il n'y avait pas de portée à être entendu. C'était pas le moment. Donc, c'était pas le moment. Je faisais du coup mes petites bidouilles esthétiques, on va dire, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai la chance de mon vivant d'assister à une conjonction de mes propres valeurs et batailles et qui correspondent avec un truc un peu collectif. Donc autant y aller. Merci pour ce terme conjonction. En quoi, chez vous, Oxmo Puccino, que je vais du coup me permettre de vous emprunter pour en questionner Oxmo Puccino, sur justement ce que vous verbalisiez vous-même dans votre création de textes, à la fois en chanson, puis on va dire un petit mot, mais ce sont aussi des questions d'adhérents de votre premier roman. Mais quand on vous a demandé pour ce tournage vos engagements, vous avez évidemment parlé de l'UNICEF France, puisque vous êtes le parrain depuis 2012, et puis d'une autre association. En quoi est-ce que justement s'y retrouve chez vous une conjonction mettons par exemple dans le fait d'être parrain de l'UNICEF France? Disons que pour moi c'était moins une démarche de ma part que disons
une conjonction d'événements, une suite d'événements qui m'a fait me retrouver à... Chloé Delhomme, conjonction. Voilà. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens formidables qui travaillent bien avec le cœur, qui travaillent pour un organisme qui s'appelait l'UNICEF. Donc j'ai vu des gens sympas avant de voir l'UNICEF. Et puis nous avons coopéré sur des petites opérations de plus en plus qui prenaient de plus en plus de place, qui demandaient de plus en plus de temps. Et un jour ils m'ont dit qu'en fait je faisais un travail de collaboration qui m'emmenait vers le titre d'ambassadeur. Et donc j'ai fait allons-y quoi. Et puis de là, j'ai commencé à faire ce que faisaient les ambassadeurs, c'est-à-dire aller voir dans d'autres pays, participer à des campagnes, faire savoir le travail de l'UNICEF. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais engagé. Voilà, mais sinon, avant ça, je faisais juste ce que j'avais à faire, selon moi, tout simplement, sans me poser de questions. C'est-à-dire, pour moi, je pense que militer, l'engagement, c'est à partir du moment où on structure son action. Voilà, c'est tout. C'est quoi le dernier voyage, la dernière mission, entre guillemets, que vous avez fait en tant qu'ambassadeur, justement, à ce jour? C'était quoi? C'était au Niger. C'était au Niger, dans un camp de réfugiés, au nord du Niger. C'était pas loin du Mali. D'ailleurs, j'ai rencontré des Maliens du Nord qui avaient... et donc, on a été constater les résultats des opérations menées par l'UNICEF suite à des évacuations d'urgence avec des histoires très violentes. Et donc, l'UNICEF mène des opérations d'urgence et vient de constater les résultats de ces opérations-là. Et donc, on entend des histoires... on parle avec les travailleurs sociaux sur place, et puis on en parle, on fait savoir que c'est vrai, et que ceux qui se manifestent pour ça offrent un bonheur dont qu'ils ne peuvent pas mesurer. Voilà. C'est-à-dire quand on arrive dans des endroits où les enfants n'ont plus d'école, et qu'un stylo c'est comme un bijou précieux, on est content qu'ils puissent lire et écrire. Quoi. En quoi ça modifie ou en quoi ça influe sur votre façon d'écrire après ça? Moi, ce que je me dis, c'est que on ne peut pas se rendre compte de tout le bonheur que peut apporter un adulte qui a eu une enfance heureuse. Souvent, les gens qui déploient des choses incroyables pour les plus généreux sont des personnes qui ont eu souvent une enfance heureuse. Et je me dis que si un petit geste peut améliorer la vie de quelques enfants, je veux dire, pourquoi se priver? C'est quelque chose de naturel. Enfin, pour moi, tout le monde devrait le faire. La question est pourquoi tout le monde ne le fait pas? Après, je le comprends. Je veux dire, on a tous préoccupés par des problèmes qui nous sont personnels. Mais moi, m'engager pour les enfants, c'était quelque chose, c'était une suite logique, comme je disais tout à l'heure. Je m'étais pas levé le matin en me disant, je vais m'engager pour eux. C'était quelque chose que j'ai découvert un jour. L'autre engagement dont vous vouliez parler, une association qui s'appelle la Courte Échelle, oui. Que je vais donc vous laisser... c'est une association que j'ai depuis Courte Échelle. C'est une association qu'on a montée avec mes deux frères, il y a quelques années. Et donc, c'est des actions de proximité. Dans le quartier, mon frère cadet est animateur social. Il a longtemps travaillé avec la Croix-Rouge. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est extrêmement difficile. Et ensuite, il a monté l'association, il a continué à collaborer avec la Croix-Rouge. Et maintenant, il fait de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs, du conseil sportif, par le biais de mon frère Benjamin Mamoutou, et aussi de la prévention de la violence de proximité, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire, comme il y a une connaissance du terrain et qu'il y a de la communication, de la discussion, il y a des situations qu'on peut désamorcer ou régler avant qu'elles n'arrivent. Voilà. Et puis il y a aussi du caritatif, des distributions de repas dans les moments de crise, soutien sanitaire. Tout ça sera indiqué sur les bas d'écran et on peut de toute façon retrouver en replay la discussion que vous êtes en train de suivre, mesdames, messieurs, en direct sur laclacfnac.com. Il est 19h33.
19h34. À l'instant, on parlait donc entre autres, de sororité au singulier, qui est le recueil que vous avez initié, j'imagine, et qu'en tout cas que vous avez dirigé, Chloé Delhomme, aux éditions Point, donc directement en poche. Aux éditions Point, une nouvelle collection qui s'appelle Point féministe, féministe au pluriel, je précise. Le recueil que vous avez dirigé, avec notamment des textes de Lorraine Bastide, de Esther Sarabul, de Lydie Salver, sont parfois des chansons, Jeanne Chéral, sont parfois des microfictions, sont parfois juste des textes, des incantations ou des bilans politiques. C'est le cas de l'élue parisienne Alice Coffin. C'est aux éditions donc Point féministe. Et le premier roman, je ne vous ai pas encore questionné là-dessus parce que ça vient aussi de la part des adhérents et des adhérentes, donc qui sort demain. Oxmo Puccino, c'est votre 4e livre, hein, et votre premier roman aux éditions Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade, qui est une collection, ça tombe bien, de premiers romans, lancés par Maïr Gouven. Ça paraît donc demain, Les Réveilleurs de Soleil, et c'est entre autres, et là aussi, les questions d'engagement. Hein, on est entre quelque chose. Ça rappelle Boris Vian, ça rappelle un peu des textes que vous avez chantés, ça rappelle un peu l'univers littéraire de Mathias Malzieu, ça rappelle un peu le conte pour enfants, parce que c'est une adolescente, hein, Rosie, qui elle vit dans un monde, une ville pas nommée, une clairière pas nommée, un château pas nommé, mais où elle va aller parce qu'il faut retrouver le soleil, puisque le soleil ne s'est pas depuis un petit bout de temps et les plantes du grand-père sont en train de mourir. Le grand-père peut mourir, il faut donc tout faire pour qu'il ne meure pas. Ça va être la mission de Rosie, qui va rencontrer des personnages concrets, hein, Noé, l'homme le plus riche du monde, qui a acheté une ville, et puis aussi des personnages symboliques ou pas, Aube, Crépuscule, qu'elle va appeler Crêpe, etc. C'est un très beau roman qui sort donc demain. Mais donc, c'est l'heure des questions des adhérents et des adhérentes, puisque comme la première fois avec Laïla Slimani et Abdelmalik, vous vous êtes inscrits et inscrites pour poser justement des questions ou tenir des propos sur, donc, envers nos deux invités. J'ai choisi d'en regrouper pas mal et de voir celles aussi qui s'adressaient à vous deux, puisqu'en plus certaines se recoupent. Et alors, l'une qui est d'actualité, puisque demain c'est le début du 3e déconfinement, et donc la première concerne justement les mots et le Covid. Ça nous vient entre autres de Martine, qui habite à La Tronche dans le département de l'Isère. Elle vous pose la question: quel est le poids des mots face au Covid? Avez-vous l'impression d'entrer dans l'intimité des gens grâce à vos écrits et de pouvoir en faire plus en période de Covid? Donc quel est le poids des mots en période de Covid pour l'écrivaine performeuse et pour l'auteur néo-romancier que vous êtes? Quel est le poids? Moi, ce qui est très clair, c'est que ça a modifié mon rapport à l'urgence de faire des blagues dans les bouquins. C'est-à-dire que j'appartiens à cette obédience qui voulait, et j'ai tenu le discours très très longtemps sur la littérature est une affaire extrêmement sérieuse. La littérature n'est pas faite pour divertir, l'esthétisme à tout craint. Et depuis le Covid, je me dis que si je ne fais pas de blagues, eh bien mon Dieu, qui va en faire? Et donc, du coup, je mets un point d'honneur, y compris pour le prochain, à ce que ce soit avec quelque chose qui décolle du réel. Voilà. Sachant qu'il y avait déjà un peu une dimension de blague. Alors le Covid n'y est pour rien, parce que je pense que ça avait été écrit avant, sur le fameux roman qui vous a valu le prix Médicis, Le cœur synthétique, qui est entre autres aussi, qui peut être lu comme, je ne vais pas dire un pastiche, mais enfin un pastiche de feel-good novel, hein, de roman feel-good, hein, de comptines amoureuses, c'était l'objet. Bon, ça j'ai à peu près bien compris. Voilà, donc alors c'était pas encore la blague, et puis là pour le coup le Covid n'y est pour rien. Non, mais j'étais très contente, alors que sur le coup je me suis dit, ce geste de faire une blague, parce que c'est une comédie, est un peu craignos. Je me disais, tout ça n'est pas très sérieux. Et avec le Covid, je me suis dit, mais tant mieux, parce que il faut les décoller un peu du réel là, en ce moment. C'est qui les? Il faut les décoller, les gens. Oxmo Puccino, vous, alors est-ce que vous pensez qu'il faut décoller les gens du réel? Et quel est le poids, pour reprendre la question de Martine, le poids des mots face au Covid? C'est une grande question d'avant-déconfinement. Moi, je dirais que le poids des mots dépend de celui qui le pèse. Parce que on dit que nous sommes dans une période où on ne peut pas tout dire, mais moi je pense qu'il faut dire les bonnes choses. Et justement, décoller les gens par le rêve, c'est faire appel à leur imagination et les sortir un peu de ce quotidien qui est devenu monotone.
C'est-à-dire, les chiffres descendent, les chiffres montent, on désannonce, et au fond, rien n'a changé depuis un an quelque part. Donc moi, je pense qu'il faut emmener vers le rêve, il faut emmener vers l'évasion, voilà, avant que ça n'arrive pour de vrai. Quand vous dites le poids des mots dépend de celui qui les pèse, Ouais, parce que justement, il y a la c'est le traduction. lecteur ou c'est le responsable politique ou c'est le décideur ou le lecteur, parce que c'est lui qui les reçoit. Le lecteur, l'auditeur, parce que c'est lui qui les reçoit et qui en subit ou pas le poids de ce mot-là. Ça, est-ce que celui qui pèse ou celle qui pèse, on y pense quand on écrit un morceau, quand on chante un morceau, quand on écrit un roman? C'est ma principale destination, l'auditeur. D'ailleurs, j'écris un peu pour moi, mais j'écris surtout pour l'échange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chanson que j'écris sans me projeter sur scène, qui est le lieu ultime de rencontre avec le public et sa musique. Le poids des mots, ouais, on y pense quand on écrit. C'est plus récent. C'est vrai que pendant très longtemps, je travaillais la langue pour la langue, voire même je faisais exprès d'être hermétique parce que c'était des livres où il y avait beaucoup de l'autofiction, dans des trucs très personnels. Et je me disais qu'avant de me foutre à poil, c'était bien qu'il y ait 5-6 pages absolument imbitables pour tenir à distance qui voulait venir là pour de mauvaises raisons. Et depuis quelques années, pour les raisons préévoquées, j'ai tendance à penser à l'interlocuteur ou l'interlocutrice, ce qui m'arrivait absolument pas avant, vraiment pas. Avant, je faisais le gueuloir, la technique du gueuloir, mais pour être sûre que les phrases sonnaient bien et que c'était fluide, pas parce que ça allait être proféré. Après, effectivement, les lectures pour les écrivains, c'est en librairie, c'est très peu, c'est pas comme la destination scénique d'une chanson. Hein. Mmh. Donc peut-être que c'était plus long, mais aussi parce que je venais d'une chapelle très esthétique, ça joue, où le dire était moins important que la forme. La question se prolonge dans celle qui arrive, qui nous vient de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, de Vincent, qui élargit justement cette question par rapport du Covid, l'impact de cette crise sanitaire sur votre créativité, j'ai envie de dire, sur les concerts que vous vous apprêtez à faire, sur les performances en public que vous vous apprêtez à faire et sur les fictions que vous avez peut-être déjà à l'esprit. Les prochains livres, les prochains morceaux, les prochains concerts. L'impact de cette crise sanitaire, comment est-ce que vous allez vous redresser aux gens que vous reverrez depuis... plus de 14 ou 15 mois sur scène. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de n'en avoir aucune idée, pour le découvrir comme tout le monde, et en avoir la surprise, avec la meilleure intention. Déjà, se retrouver, ça sera déjà pas mal, ça sera déjà un événement en soi. Je pense que nous serons tous devant le spectacle de nos retrouvailles, avant de pouvoir réfléchir comment nous allons le faire. Ouais, ça reste exceptionnel de se retrouver aujourd'hui. Donc déjà, ça va être en soi quelque chose, je veux dire, les gens vont se regarder, être ensemble. Je pense que ça va être là. L'extraordinaire va déjà de pouvoir dater un moment où on va être réunis à plus de 100. C'est devenu extraordinaire. Moi, je pense que j'en suis là, quoi. Donc, m'imaginer de comment je vais gérer ou comment je vais parler ou même de comment vont se passer les prochains mois, c'est quelque chose d'assez impossible. Et c'est quelque chose de beau parce qu'on va vers le mieux, je pense. Donc, c'est une certitude, c'est qu'on va vers quelque chose de mieux. On peut pas aller pour l'instant, quoi. Chloé Delhomme. Moi, j'avoue que j'ai pas eu mais la scène, c'est très peu. C'est-à-dire que oui, j'ai une dizaine de performances. Parce que j'avais le disque en même temps que le livre. Donc, on avait une performance avec mes musiciens qu'on sautait, avec des dates très chouettes. Mais c'est rien par rapport aux artistes qui font de la musique ou qui font du théâtre. Et par ailleurs, comme en parallèle des romans, je travaille des scénarios. J'ai pris plus de scénarios et j'ai travaillé 10 fois plus que d'habitude parce que je m'ennuie vite aussi. Parce que c'est vrai que c'est une période qui est très propice à l'ennui. Or, qui dit ennui chez moi dit immédiatement bonne drama queen, envie de mourir. Donc, il faut s'occuper. Donc, en fait, oui, non, moi, ça a été une période finalement de créativité supplémentaire, mais aussi parce que c'est des scénarios de genre, donc d'invention. J'aurais été en autofiction. Cette crise serait arrivée il y a 10 ans, quand je me nourrissais que de mon propre vécu.
voire que je me mettais comme cobaye, parfois un peu en danger, dans des situations. J'habite dans la télévision, qui était un livre, enfin, qui était un roman, en fait, Voilà. mais qui racontait comment ce que vous aviez adapté à votre sauce, la fameuse phase de particules sur la minute de temps de cerveau disponible, et vous vous étiez demandé, au point d'écrire, comment ce que vous alliez habiter dans la télévision. Voilà, ce genre de dispositif expérimental de l'époque, je pense que j'aurais couru après le réel pour nourrir les bouquins. Ça arrivait il y a 10 ans, j'étais vraiment dans la merde. Non, ça c'est sûr. Heureusement, entre-temps, il y avait les scénars, il y avait l'imaginaire. En plus, je fais du genre avec des zombies, des vampires, des trucs très rigolos. Donc, je m'en suis sortie comme ça. Scénario, pourquoi, pour qui Capricci. D'accord. Les résidences ce film. Question de Kismet de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Question plus large pour le coup, mais qui va nous permettre d'en apprendre plus sur vous. Quelles sont vos habitudes d'écriture ? C'est ce que je dis, c'est que je pense beaucoup avant d'écrire. Donc je pense à ce que je vais écrire. Et soit par fulgurance, soit petit à petit. Je crois beaucoup à la minutie. Je veux dire, c'est Maïr Given qui me disait si tu écris une page par jour, en un mois, tu as un roman. Donc c'est une méthode qui me permet de travailler sur plusieurs projets en même temps. Voilà. Je me donne un temps déterminé, et puis j'essaie de tracer un chemin jusque-là, de structurer le travail jusque-là. Voilà, et respecter les échéances. Je pense que c'est comme Maïr ça. Gouven, qui est votre éditeur, hein, je précise, oui. qui est le créateur de cette collection d'engrenages et Lattès, et qui est votre... Donc, ouais, c'est ça, je pense que c'est un travail de tous les jours, et une réflexion permanente. Et vous êtes du genre à écrire une page par jour, ou alors comment ça se passe ? Non, sauf quand je suis sur un projet, mais j'y pense, et le moment où il faudra finir à la page par jour, je ne manquerai pas de matière. Et Chloé Delhomme, donc vous avez un petit peu répondu, mais là vous allez pouvoir élargir. Quelles sont vos habitudes d'écriture Moi, c'est du lever au coucher. Je me lève à midi, je suis sur l'ordi, j'ai plein de chantiers. Il peut y avoir des zooms liés au scénario, aux trucs comme ça, mais sinon il y a toujours un roman en cours. Là, il y a des petites chansons aussi. Et je m'arrête vers 4 heures. Vous pouvez la chanter si vous voulez. Hein, non, je ne vais pas faire de live. Je ne m'y risquerai pas. Donc, en fait, oui, ça change de chantier. C'est sur ordinateur exclusivement et c'est toute la journée. Et je déteste prendre des vacances ou partir en week-end parce que ça m'éloigne de Word. Et dès que je suis loin de Word, je me sens très, très malheureuse. Mais vous savez qu'on peut aussi partir en vacances avec son Word. Oui, mais c'est moins des vacances. Mais... Non, mais la nature est quelque chose qui m'ennuie profondément. J'horreur des promenades, je suis pas une contemplative, je suis pas du tout curieuse du monde. Et quand je vais dans une capitale, je vais visiter les cimetières et faire les boutiques. Donc je suis un calvaire pour qui m'accompagne. Donc je m'appelle. Oui, c'est toujours l'idée un peu de bande ou stéréo, parce qu'il y en a un endroit où il y a de la vie, puis il y a un endroit où il y a des souvenirs. Il faut dire qu'il y a que de la mort dans un cimetière. Je suis une ancienne gothique, on peut pas m'enlever mes cimetières quand même. Donc du coup, oui, non, c'est un travail quotidien et je pense que l'écriture, en vérité, c'est, on va dire, 25% d'inspiration et le reste, c'est de la rigueur. Je crois que si je donne des cours dans une école d'écriture, donc je vois un peu, des fois, la vision un peu naïve qu'on peut avoir de ce que c'est que le travail d'écrivain. On n'est pas et toc pour le primo-romancier qui est à votre gauche. Non, mais il faut le savoir. Non, mais parce qu'il faut. Mais il le sait, évidemment, il le sait. Ah oui. Il le sait. De toute façon, il le sait. Les chansons, enfin, moi, d'expérience, j'ai l'impression que ça vient plus vite quand on a le truc. C'est pour ça que je parlais des fulgurances, justement. Voilà. Les chansons, c'est des fulgurances, ça tombe. C'est 1 heure max, voilà. Après, ça traverse. Pour le reste, c'est du labeur. Mais un roman, c'est de la rigueur, il n'y a pas d'autre mot. Donc si on s'imagine qu'on va avoir le coup de grâce qui vous tombe sur la gueule, l'eureka qui... Oui, il y a l'épiphanie, heureusement, il y a l'épiphanie. Mais l'épiphanie, c'est pas toute la journée. La journée, faut en faire quelque chose de cette épiphanie. Donc c'est beaucoup de boulot. L'école où vous donniez des cours, juste pour... C'est les mots, c'est à Paris, rue Dante. Question qui nous vient de Paris, justement, Paris 5e. Elle est posée par Isabelle.
autre question, pareil, qui va élargir ce que vous disiez. Comment êtes-vous devenu écrivain? Alors j'ai envie, sans que vous y voyez un manque de galanterie, Chloé Delhomme, de le poser au primo-romancier que nous avons, parce que vous avez ajouté une palette, une couleur en plus sur votre palette d'écrivain, justement, puisque vous êtes devenu pour la première fois fictionneur en roman. Alors justement, comment est-ce que vous êtes devenu, j'allais dire, romancier, puis après écrivain? Ben, je veux dire, par amour des mots, tout simplement, et en finissant par être lu. C'est banal comme ça, mais je veux dire, moi j'ai écrit pour partager des idées qui, pour moi, méritaient d'être discutées, et en tant qu'auteur, je me devais de le faire de la meilleure manière possible, la manière la plus concise et la plus réfléchie, et ça a donné ce que je propose, ça a plu. Je me suis retrouvé sur scène, et puis de quantité d'écriture à quantité d'écriture, je me suis retrouvé écrivain. Je pense que c'est les lecteurs qui font l'écrivain. Je pense. Hein. Chloé Delhomme, comment êtes-vous devenu écrivain? Moi, ça remonte à très loin. C'est le rapport à la langue, à la poésie, en fait. Gamine, je dessinais pas, j'étais nulle pour ça, mais je faisais chez ma mère qui me faisait Aujourd'hui, nous allons faire les octosyllabes. Et donc, du coup, très tôt, j'ai appris à faire des rimes en y prenant beaucoup de plaisir. Et adolescente, à l'heure où tout le monde écrit ces poèmes souffreteux d'enfants qui, voilà, c'était déjà des petites fictions, des poèmes rimés. Et puis, je suis passée aux revues assez tôt. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait le premier manuscrit. J'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai jamais eu de refus. En fait, mon premier texte a été pris sous 15 jours. Du coup, les choses se sont enchaînées assez rapidement. J'étais à ma place. Après, moi qui ai horreur des arguments d'autorité, je dois avouer que la phrase de Beckett, bon qu'à ça, me plaît plutôt parce que c'est vrai qu'à part l'écriture, j'ai zéro compétence en rien. Donc, heureusement qu'il y a ça et qu'elle est multi-support. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma peau. Et c'est quelque chose qui est très, très ancré, qui est nécessaire, qui est naturel. Enfin, c'est ma nature. J'ai envie de prolonger la question pour vous, parce qu'elle vient évidemment de pas mal d'abonnés, d'adhérents, etc., notamment de Nicolas, de la Sarthe, de Philippe, qui nous vient de l'Essonne, qui voudrait forcément connaître le déclic qui a été le vôtre, Oxpo Puccino, pour vous lancer dans l'aventure littéraire. Certains et certaines vous demandent test ou vocation? Moi, test ou vocation? Test ou vocation, je pense que c'est une vocation. Parce que, ceux qui travaillent avec moi depuis toujours m'ont dit dès le début que j'allais écrire des livres. Et ensuite, j'ai rencontré Marion, Mazoric du Diable Vauvert, qui est venu me voir, qui m'a dit « Tu es écrivain, il faut qu'on fasse des livres. » Des éditions du Diable Vauvert, hein, pas quelqu'un qui habite au Diable Vauvert. Oui, des éditions au Diable Vauvert, dans le sud-est de la France. Et qui m'a dit « Tu es écrivain, on va faire des livres. » Et j'ai commencé à la croire. Et j'ai commencé à la croire. Et j'écris beaucoup, j'écris plus que des chansons. J'écris tout le temps. Mais je me suis dit que ça pouvait servir un jour. Et dès que j'ai un laps de temps où j'ai un peu de temps libre, j'écris des textes de plus gros volume. Et là, donc, après le confinement, au premier mois du confinement, j'avais ce mois qui ça devait durer qu'un mois à la base. Donc j'avais ce mois. Là, vous parlez du premier confinement de mars 2020. Oui, je me suis dit, on a un mois devant nous. Bon, il n'y a rien à faire. Allez, pourquoi je n'essaierais pas de structurer une petite idée que j'ai? Donc j'ai rangé toutes mes notes et j'ai regardé dans un de mes blocs-notes, parce que j'écris de manière manuscrit, et j'ai trouvé cette petite histoire à structurer, entre autres. Et lorsque j'ai eu la proposition d'écrire ce livre, ça tombait bien parce qu'il y avait le confinement avait duré plus longtemps, et j'avais cette petite histoire que j'avais structurée. C'est rigolo que ce soit parti du confinement. Oui, parce que... Tu te serais pas jeté à l'eau, peut-être? Non, parce que c'est des moments qu'on recule, c'est des moments qu'on sublime, qu'on magnifie, qu'on rend mythique, et qu'on éloigne de nous de cette manière-là. Parce que c'est vrai que c'est des moments c'est des moments importants, c'est des étapes charnières. Et donc, on ne fait que le reculer. On ne fait que le reculer pour le jour où... Et le confinement est arrivé, et ça m'a permis de rapprocher ce jour où, à ma surprise, parce que j'avais pas rendez-vous avec ce livre.
19h53, toujours sur laclacfnac.com en direct avec Chloé Delhomme et Oxmo Puccino. Une dernière question pour vous, Oxmo Puccino, qui nous vient cette fois-ci de l'Essonne, de Philippe, qui habite, qui nous écrit du moins de Étrechy. On est forcé aussi de vous la poser. Que pensez-vous du rap game d'aujourd'hui ? Le rap game d'aujourd'hui, c'est une question d'initié, déjà. Donc, j'essaie de parler d'une manière générale. Le milieu du rap d'aujourd'hui, c'est compliqué de le définir. C'est très, très compliqué de le définir parce que je n'aime pas comparer et que c'est tellement... Je sais vraiment pas quoi dire. Hormis qu'artistiquement, je trouve ça incroyable parce qu'il y a une émergence d'artistes de tous bords, très talentueux, qui offrent une proposition personnelle avec du travail. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui donnent l'impression d'émerger, mais qui sont là depuis 10 ans, qui travaillent avec un talent indéniable. Je pense à des artistes comme Sadek, je pense à SCH, je pense à Nino, je pense à des nouveaux qui viennent d'arriver comme Nahir, je pense à Benjamin Epps que j'ai rencontré récemment. Donc je peux sortir des noms comme ça de personnes qui me touchent par leur travail. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était inespéré. Donc moi, je dirais que le rap game aujourd'hui, tout va bien, tout va très très bien. Il y a une économie qui est assez puissante, il y a des artistes reconnus, il y a un public qui ne fait que s'élargir et qui se fidélise. Il y a des artistes pour tout le monde. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux en vérité. On n'aurait pas pu rêver mieux. Des chiffres inespérés. Non, je pense que ça va très bien. Après, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Voilà, et c'est comme ça. Et heureusement, comme ça on discute. Et heureusement, parce que pour reprendre votre belle pré-conclusion, on ne pouvait pas rêver mieux. Justement. Alors justement, on ne pouvait pas rêver mieux que, selon aussi des histoires et des coups de cœur que vous allez nous dire, puisque à 19h55, les dernières minutes que vous allez pouvoir écouter sur cette session Artistes engagés numéro 2 sur laclacfnac.com, eh bien c'est la troisième et dernière partie habituelle de ces programmes, puisque c'est le principe de laclacfnac.com, c'est la claque culturelle. Quelles ont été vos claques culturelles, vos coup de cœur culturel. On vous a demandé à chacun un coup de cœur en musique, en film, en série et évidemment en livre. On va commencer, si vous le voulez bien, par la musique. Et Chloé Delhomme, vous avez choisi le volume 3 des jeunes gens modernes. Oui, les jeunes gens modernes, c'est un courant musical. Moi, j'écoute que de la new wave et de la synthé-pop. Donc, c'est de la synthé-pop. C'est le courant français, on va dire 79, 86, 87. C'est Agnès B, c'est Jean-François Sens qui travaille chez Agnès B qui a initié ces compilations. C'est la troisième fois. Ce sont des morceaux très peu connus de groupes de l'époque, les Fils de Joie, X-Ray Pop, des choses qui, pour les non-initiés, ne parlent pas tellement. Pour les initiés, c'est miam miam. Et c'est des petits bijoux comme ça, avec des textes assez sublimes et désespérés, très dandy, comme il faisait à l'époque, et de la musique, de la synthé-pop, donc quelque chose d'acidulé, en même temps souvent un peu sale ambiance, parce que moi j'aime bien quand c'est sale ambiance. Que sale ambiance, c'est quoi pour vous ? Disons que les chutes des textes sont souvent assez sordides. et ça donne quelque chose d'un peu désabusé, ce qui est le principe un peu du côté jeunes gens modernes, c'était quand même des sortes de dandy 80s sublimes assez désabusés. Donc voilà, là c'est des morceaux qui sont peu connus et je trouve que c'est bien pour les gens que ça intéresse de tomber dessus parce qu'on ne connaît pas ces groupes-là. Et donc, vous disiez volume 3, donc ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a eu deux volumes avant. Il y a eu 2 volumes avant et dans les volumes précédents, il y en avait un, le premier, où il y avait des reprises des morceaux de l'époque. Avec The Pénélope, on avait repris Je t'aime tant d'Elie Jacquenot. C'est un vieux compagnonnage, cette histoire de jeunes gens modernes. Il y a eu un film. Les Pénélope, c'est un groupe de 2 filles, et puis avant, il y avait un... Non, ce sont 2 garçons qui habitent à Londres, Axel et... Ah non, je confonds avec un groupe qui s'appelle Les Pesticides, pardon. Ah oui, très actif sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je pense, y compris en ce moment. C'est mes meilleurs amis, ils sont à Londres, et là, on travaille sur un disque ensemble pour 2022. Ah Alors, c'est pareil, si vous voulez chanter, vous pouvez hein, mais... Non plus. Oxmo Puccino, alors, vous n'allez pas forcément chanter, puisque Philip Glass, le musicien américain, ne chante pas, c'est de la musique
dite contemporaine, qu'on connaît aussi beaucoup pour des musiques de films, notamment Merci la vie de Bertrand Blier. Études for piano. Alors parlez-nous de Études for piano de Philippe Glass. Ah, c'est un des initiateurs de la musique répétitive. Et lorsqu'on écoute Philippe Glass, c'est pas de la musique qui tourne en boucle, c'est le chemin d'une transe. Et à chaque fois que vous écoutez le morceau, vous ne pouvez pas vous ennuyer, vous partez en transe, vous voyagez en vous, et ce n'est jamais le même voyage. C'est-à-dire, je sais pas, il faudrait l'écouter pour vivre l'expérience, ou être initié par un ami qui a une passion pour Philippe Glass, pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez, que vous roulez, écouter du Philippe Glass rend votre vie meilleure. Tout simplement. Et ça a l'air. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça pourrait ressembler à quelque chose de simple et de facile, d'évident, mais il faut travailler au piano pour se rendre compte que non. Voilà. En fait, la simplicité, le génie, c'est la simplicité. Et vous travaillez au piano, vous ? Je regarde travailler au piano. J'en rêve, mais je côtoie des gens qui travaillent au piano. Donc c'est un peu comme si je travaillais aussi. Chloé Delhomme, vous travaillez au piano, vous ? Ah non, moi je sais jouer d'aucun instrument. Moi, je travaille au clavier, c'est déjà pas mal. Eh bien, vous allez nous parler de séries. Alors, quelle série, pour le coup, qui va à la fois avec l'univers que vous nous brossiez, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans cette série-là, mais par contre, quelle belle série dystopique et politique sur un monde qui serait post-trumpien, puisque Years and Years, une série britannique qui a été diffusée pour la première fois en 2019 et qu'on a revue pendant le deuxième confinement, justement, c'était sur Canal+, en France. Parlez-nous de cette superbe série, une saison, 10 épisodes, 50 minutes. Voilà, c'est comme je les aime, c'est-à-dire que les séries, autant j'étais tombée dedans au début du temps de Six Feet Under, tout ça, autant moi j'ai pas beaucoup de temps et j'en ai un peu ras-le-bol du kidnapping en fait, où en fait faut aller en rapide, il y a trop d'épisodes, c'est trop développé, ça m'archi saoule, donc j'ai tendance à lâcher. Plus les séries Netflix qui sont quand même, on peut le dire officiellement, une véritable catastrophe à force. Donc la perte de temps. Et toc pour Arsène Lupin qui va commencer bientôt sa deuxième partie de saison. Mais cette série-là, c'est une série politique, c'est une série qui touche tous les aspects de la société, tous les aspects, même c'est un côté Black Mirror qui là pour le coup était une série géniale. Donc on est dans de la dystopie hardcore, mais toutes les petites incarnations de la techno au quotidien, des formes tordues que peuvent prendre une politique épouvantable d'immigration et compagnie. Et puis, c'est une série, ça lui a été reproché, mais c'est une série anglaise, donc hyper inclusive. Voilà. Oui, parce que là, pour le coup, il y a la question des genres, des sexualités. Il y a tout. Ah oui. Il y a tout, ce qui est très rare en France, puisque déjà en France, pour avoir des acteurs racisés, c'est la croix et la bannière souvent. Donc la question des trans dans l'histoire, de l'homosexualité, de tout ça, je crois que les Anglais ont quand même une très grosse longueur d'avance. Et même si effectivement, j'aurais adoré avoir une série récente à donner, ça aurait fait plus... Ah bah celle-là, elle est récente, elle a quand même 2 ans. Et puis surtout, et c'est pour ça que quand j'ai découvert que vous aviez envie de parler de ça, c'est dans l'année électorale qui va s'ouvrir maintenant en France, puisque cette série raconte... elle commence le jour où si jamais c'est n'importe quoi. Voilà. Oui, voilà. La série commence au moment où se fait réélire Donald Trump aux USA, ils imaginent ça, et au moment où son équivalent, puisque c'est une femme, va se présenter en Grande-Bretagne. Et tout ça vu par le prisme des différents personnages d'une famille dont l'une veut dématérialiser sa propre mémoire, puisqu'il est possible qu'elle approche la mort. Je ne spoil rien, ça c'est le premier épisode. Heureusement que vous êtes là pour le pitch, parce que là, je viens d'être un peu une tanche. Non, pas du tout. Mais c'était pour moi, je tenais à appuyer sur le fait qu'il faut regarder qu'un est récente, et deux, que dans le contexte électoral français, cette série-là a tout son
sens. Oui, et pour, je rajouterais pour la toute année qui forme va aussi. arriver. Formellement, elle est très intéressante avec ces années qui passent, avec la façon dont c'est foutu, c'est formellement intéressant. Et là où c'est super, ce qui se passe à 20h03 maintenant, c'est que la série dont vous avez choisi de nous parler, désolé, c'est une série Netflix, c'est pour ça aussi que j'ai critiqué tout à l'heure, la série dont vous avez choisi de nous parler, Osmo Puccino, mais qui est une super série, qui également a tout son sens dans le contexte de ce qui se passe en ce moment contre la bande de Gaza, dans le contexte de ce qui se passe en ce moment justement par rapport au régime turc, etc., parce que c'est une série turcophone sur Netflix qui est passée très récemment, qui s'appelle, alors j'espère que je vais bien la prononcer. Bir Baskadir, je crois. Je vous laisse, voilà. Bir Baskadir, ouais. C'est une série c'est un genre de série dont j'adore l'écriture. C'est la narration, sans effets spéciaux, avec des personnages et des espèces de vaudevilles avec des vérités, des impressions qui s'entrecroisent, des confusions, et surtout, on se fait balader en tant que spectateur pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas comme ça. Et j'adore ça, moi. Quand c'est bien écrit et que les comédiens sont tous attachants. Quand il n'y a pas de superstar, quand le casting est fait que les premiers rôles, Voilà, puis Bir Baskadir, c'est ça. Quelle est Et puis l'histoire? j'adore l'accent perse aussi. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme de ménage qui travaille, qui est secrètement amoureux de son patron et qui se retrouve à faire un malaise et on l'envoie chez les psychologues. Donc c'est une culture où la psychanalyse fait pas partie des mœurs. Et donc c'est le tollé que provoque cette rencontre chez la psychanalyse dans son cercle à elle, ce que ça provoque dans le cercle de la psychanalyse et le mélange de tout ça. Et c'est toujours étonnant. On est toujours surpris et les fins sont toujours pittoresques. Ça fait penser un peu au cinéma à la Faraday, par exemple. Ouais. Alors, on va rester dans le fabuleux, justement, avec le film dont vous avez choisi de nous parler, Osmo Puccino, qui est, alors, c'est un autre genre, mais on reste dans le fantastique. C'est Captain Fantastic, justement, de Matt Ross, sorti en 2016, avec, entre autres, Viggo Mortensen. Méconnaissable. C'est un des films les plus émouvants que j'ai vu ces dernières années. C'est un film sur la paternité, qui traite de la paternité. Et donc, je vais pas spoiler, mais c'est comment un père essaye d'élever ses enfants avec des contradictions qui sont des erreurs, malgré tout l'amour qu'il a pour eux. Et je pense que c'est une belle mise en abîme est-ce que l'amour justifie tout? Voilà. Et je trouve que c'est très bien mis en scène parce que les enfants jouent majestueusement, le Viggo Mortensen est incroyable. Et j'adore aussi la manière dont on se fait balader, à croire que les méchants sont les méchants et les gentils sont les gentils. Et en fait, pendant le film, on est complètement retourné, on s'en veut et on a honte et puis on aime le film jusqu'à la fin. C'est le genre de film que j'adore, un peu à la Bir Baskadir. On croit jusqu'à la fin. Et alors, j'avoue ne pas avoir vu, donc là, pour le coup, je vais vous laisser vraiment en parler, PLS, un film espagnol d'Eduardo Casanova, sorti en 2017, qui est le film dont vous avez choisi de nous parler, Chloé Delot. Oui, alors c'est un film, déjà, c'est une esthétique. C'est très Pierre et Gilles, encore pire. C'est-à-dire qu'on est sur des couleurs scintillantes, du rose, du mauve, à dégueuler partout. Et c'est un film, quand tout à l'heure on parlait de sale ambiance, effectivement c'est un film extrêmement sale ambiance, qui parle, il y a une trame, mais ce ne sont que des personnages qui sont monstrueux, des frics, qui sont monstrueux ou qui ont des désirs monstrueux. Et c'est d'un mauvais goût absolu, d'une cruauté folle. J'adore, voilà, ça a été un de mes chocs. J'adore vous regarder dire que vous adorez les trucs d'une cruauté folle et d'un mauvais goût absolu. C'est un des meilleurs films que j'ai vus sur les 5 dernières années, avec Canine, de ce réalisateur grec dont je ne retire jamais le nom correctement. Mais voilà, qui est aussi un film très sale ambiance, Canine. Donc oui, moi j'ai besoin que le cinéma m'arrache des ricanements sordides. Voilà. Que donc vous sont provoqués par des sales ambiances. On a bien compris. Donc PLS d'Eduardo Casanova et Captain Fantastic de Matt Ross, 2016-2017. Pour finir, à 20h07, évidemment, nous avons invité deux écrivains, romanciers, romancières, non-fictionneurs, non-fictionneuses, micro-fictionneurs, des
des chansons, des poésies. On va finir forcément en livre. Et alors, Chloé Delhomme, vous avez choisi de nous parler d'un livre. Là, pour le coup, ça m'a pas étonné de vous parce qu'on reste sur tout ce que vous venez de dire, et y compris sur votre engagement féministe, avec cette très agréable, je suis pas sûr qu'agréable soit le mot plus qui correspond plus à ses écrits, mais enfin, en tout cas la très judicieuse écrivaine Wendy Delorme, dont un des livres dont vous nous parlez est sorti chez Cambourakis très récemment. Oui, dans la collection Sorcière de Cambourakis, il s'agit de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est un texte... Qui a été découverte, entre autres, par Marion Mazuric, au Diable Vauvert. Tout à fait. Wendy qui travaille depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, qui est très identifiée par le milieu militant queer et les féministes hardcore, hein, parce qu'elle a travaillé en performance aussi. Enfin, c'est une figure dans le milieu. Et là, elle nous livre un texte qui est assez différent d'habitude. Avant, ça a toujours été de très bonne facture. Hein, le problème n'est pas là. Là, elle est dans de la poésie au sens où nous avons vraiment des alexandrins bruts. C'est un texte dystopique qui est très proche des guerrières de Monique Wittig. Donc, nous sommes vraiment sur du féminisme, des femmes, une utopie de femmes, un monde post-apocalyptique. Et ça tient dans une langue qui est vraiment magistrale. Vraiment magistrale. Et est-ce que je peux juste glisser un teaser pour les gens pour leur dire qu'à la rentrée, il y a un livre à surveiller? Ah, profitez-en. Oui. En septembre sort une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui était en revue, dans la revue Muscle, qui s'appelle Laura Vasquez, La Semaine Perpétuelle. Ça sera aux éditions du Sous-Sol. Et en vérité, ça fait bien, et j'en lis des choses, ça fait bien 10 ans, mais 10 ans que j'ai pas lu quelque chose d'aussi inventif et génial. Il y a une sale ambiance ou... Non, c'est drôle et un peu tordu. Elle est moins sale. Non, c'est pas une sale ambiance. Ça ricane pas sec. On rit, ça interroge, ça déplace, et c'est très beau. Est-ce que vous pouvez juste répéter le titre et l'autrice? Laura Vasquez, La Semaine Perpétuelle. Aux éditions du Sous-Sol, donc c'est de la non-fiction, parce que les éditions du Sous-Sol... Eh bien là, c'est de la fiction, en plus, c'est inédit, voilà. D'accord, donc rentrée littéraire, on a tout l'été pour y penser. Entre maintenant et cette fameuse rentrée, justement, on aura lu vos ouvrages. Je vais terminer par le coup de cœur que vous avez choisi, c'est Grand Frère, qui est également un premier roman. Je vais vous laisser présenter l'auteur, puisque cet auteur n'est pas qu'un auteur, justement. C'est un auteur, c'est un éditeur, c'est un ancien journaliste, et c'est un éditeur, un romancier aussi. Et donc, c'est Maïr Guven. Voilà, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui est votre éditeur. Aussi. Pour ça que Et donc, c'est l'histoire d'un chauffeur-livreur qui décide d'aller chercher son frère en Syrie. Et pour moi, c'était un peu comme... l'histoire de l'Amérique racontée par les Indiens. Voilà, c'est-à-dire que on a une version de la grande histoire qui est mise en forme, mais on ne demande jamais à d'autres personnes d'apporter leur version des faits. Et moi, je trouvais ça intéressant d'aborder le problème de la Syrie à travers quelqu'un qui l'aurait vécu de l'intérieur. Parce que ça permet d'aborder la fatalité avec moins de sévérité, et puis de comprendre la démarche qui peut emmener un jeune à prendre ces décisions-là, parce que ça part souvent d'un manque d'amour, tout simplement, plus que de haine. Et donc, c'est Grand Frère, hein, c'est ça, au singulier, oui. de Maïr Guven, alors, qui a été, comme quoi... tout le monde vous avez déjà écouté, c'est le roman qui a été le prix Goncourt du premier roman, tout simplement. En 2018, il était alors sorti aux éditions Philippe Ray. Il a été réédité en poche, mais comme je ne me rappelle plus chez qui, je ne veux pas commettre d'impair, mais de toute façon, Grand Frère de Maïr Guven, qui est donc aussi votre éditeur, le créateur de cette collection La Grenade, collection dédiée au premier roman chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup à vous deux pour votre premier roman, Oxmo Puccino, donc Les Réveilleurs de Soleil, qui sort demain. Vous êtes, mesdames, messieurs, les premières et les premiers du monde qui en avaient entendu parler, a fortiori à l'heure apérale. Demain, à cette heure-là, si ça se trouve, nous serons toutes et tous en train de prendre l'apéritif sur nos terrasses préférées. Voilà, donc Les Réveilleurs de Soleil, La Grenade, chez Jean-Claude Lattès. Et le dernier livre en date que vous avez donc dirigé, dans lequel vous écrivez
l'avant-propos et présenter l'ouvrage. C'est donc Sororité au singulier, sororité, donc avec entre autres, hein, je le redis, Lydie Salver, Lorraine Bastide, Esther Laura Tarabul, Lafont. Lola Lafont, Jeanne Chéral, etc. Il y a Juliette combien Armanen, il y a 14 contributrices d'univers, journalistes, écrivaines, poétesses. illustre donc par le fond et par la forme cette question justement de sororité dans le sens féminin et féministe qu'elle a, mais aussi dans le sens collectif qu'incarne justement ce terme de sororité. Et puisqu'on parle de collectif et d'équipe, eh bien il convient, et je le fais avec grand plaisir, remercier toutes les équipes grâce à qui cette deuxième session, comme la première d'ailleurs, a été possible et que nous la finissons avec 13 minutes de retard. Mais c'est pas du retard, la loi du direct veut que de toute façon, et a fortiori sur les réseaux sociaux et sur les internets, le retard est tout à fait acceptable. C'est les équipes donc de la claquefnac.com où vous avez pu suivre ce direct, et sur la claquefnac.com vous pourrez revoir, partager, conseiller, reconseiller cette session live stream avec Chloé Delot, Meoxmo Puccino, les précédentes et les précédentes claques culturelles également. Merci aux régisseurs, aux équipes de programmation, aux équipes techniques, à toutes celles et ceux qui rendent ces travaux collectifs possibles et disponibles. Merci, à très bientôt.